Alors, Nicolas Frasi de la Ville à Vélo, autour du fil, vous avez Denis Cordon, Bonjour. euh, Priscilla de Radio Cyclo, je peux dire bonjour, Frédéric de Collectif Valve et Ville à Vélo, Salut. Christelle de la Ville à Vélo, et puis un certain nombre d'entre vous qui sont adhérents de la Ville à Vélo ou pas citoyens, et c'est formidable. Sur la carte aujourd'hui, on est plus que 110 personnes à s'être manifestées. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des coursiers disponibles dans toute la métropole. Demain ma vidéo, pardon. D'avoir des coursiers disponibles dans toute la métropole pour voilà, offrir ce service aux personnes vulnérables ou en tout cas aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ne doivent pas se déplacer dans cette situation un peu exceptionnelle. On vous a transmis par mail des liens vers des vidéos explicatives pour vous expliquer tout le dispositif, mais néanmoins on trouvait que c'était utile de pouvoir en discuter avec vous. Par rapport à tout ce qu'on n'a pas prévu. Il y a déjà deux premières questions. Il y avait la question de Florian par rapport à la localisation sur la carte. Donc, on utilise votre adresse postale et votre adresse ville pour vous localiser sur la carte. Pour autant, elles ne sont pas visibles au sens où elles ne sont pas. Je veux dire, on n'associe pas votre prénom et votre adresse postale. C'est juste qu'on l'utilise pour le localiser. Donc, si vous avez absolument besoin que ça soit déplacé pour une raison ou pour une autre, vous pouvez nous contacter. Mais sinon, voilà, votre adresse postale n'est pas visible sur la carte. Et l'autre question qui nous a été posée Attends, Nicolas, vas-y. ouais, juste c'est Florian. Moi, quand je zoome sur mon petit vélo qui me représente, moi, je suis en maison individuelle, on voit exactement où j'habite, quoi. Donc, c'est un peu gênant quand même. Pour ceux qui… Voilà, si clairement vous avez un souci avec le fait qu'on puisse éventuellement… Attendez, je mets ma vidéo. Est-ce que vous me voyez ou pas du tout? Ouais. Ok, d'accord. Si réellement vous avez un souci avec on va dire, vos données privées et que vous pensez vraiment qu'on peut vous retrouver, dans ces cas-là, n'hésitez pas à donner soit une adresse approximative, soit nous donner éventuellement la place à côté de chez vous, la boulangerie à côté de chez vous. Nous, le but, c'est juste de pouvoir vous épingler quelque part pour avoir un repère. Ok. Donc, j'envoie une autre adresse fictive, on va dire. Oui, oui, tout à fait. Ouais. La plus proche possible. Et vous n'êtes pas le premier. En Ouais. fait, j'ai d'autres personnes qui m'ont donné juste le nom de la rue, par exemple. Ok. Par contre, j'ai des personnes qui m'ont donné des noms d'arrondissements. Pour l'instant, je vous avoue que je les ai traités en dernier. Mais voilà, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ça marche. Merci. D'ailleurs, sur la carte… Alors pour info, excusez-moi, pour info, juste pour dire rapidement, j'expliquais que je me suis connecté par voie téléphonique et du coup, je ne vois pas la vidéo de mon côté. Donc, voilà. Du coup, sur la carte qui sera publique, qui sera diffusée, qui est disponible sur Facebook, pardon. Du coup, sur la carte aujourd'hui, il n'y a que votre prénom et puis votre numéro de téléphone si vous avez accepté de le diffuser, et puis un pin, une icône pour vous positionner sur la carte pour que les gens, que ce soit le standard ou que ce soit les gens qui éventuellement vont sur la carte et ont besoin de notre aide, puissent savoir que vous n'êtes pas loin. L'idée étant de ne pas vous faire traverser la métropole s'il y a quelqu'un qui est à côté et qui peut rendre ce service. Il y avait une autre question qui avait été posée tout à l'heure. On peut commencer par ça. Et puis après, si vous avez des questions, on va passer au travers. C'était par rapport aux questions financières. Bon, on ne s'attend pas à ce que vous ayez besoin de faire des courses pour des sommes mirobolantes. On parle vraiment de courses de première nécessité. Donc, c'est de l'alimentaire, éventuellement des médicaments, mais en tout cas des choses qui ne sont pas supposées toucher des budgets importants. Effectivement, la proposition qu'on vous fait, c'est de s'appuyer sur de faire ça à partir d'un réseau de confiance. Donc, en fait, que les gens vous disent, bah voilà, j'ai besoin d'1 kilo de farine et une baguette, un truc et un machin, et qu'en tant que tel, ça représente des montants que vous soyez en mesure d'avancer et que si jamais vous présentez et que ça se passe bien avec la personne et qu'elle vous rembourse effectivement le montant que vous avez avancé, on pourrait demander à Annecy, effectivement Anne Cyclo qui a lancé l'initiative, mais a priori, en tout cas, ils ne m'ont pas remonté qu'il y avait des problèmes là-dessus. Sachant que quand vous serez contacté, que ce soit en direct ou par le standard, vous êtes tout à fait libre d'accepter de refuser par rapport à votre disponibilité, par rapport à si vous êtes à l'aise ou pas avec la course proposée.
Alors, le retour sur Annecy, en fait, faut se rappeler qu'on va avoir donc des personnes qui sont vulnérables. Et nous, on connaît leur adresse. Clairement, on est en phase 2. Donc, c'est-à-dire que même s'il y a des questions qui se posent ce rapport de confiance, au final, c'est presque eux qui se mettent plus comment dire, dans une situation périlleuse que la personne qui vient, le coursier, quoi, tout simplement. Si la personne, le lendemain, dit « bah non, j'ai pris les courses, mais je ne te rembourse pas », dans tous les cas, on a son adresse, quoi. Et en plus, c'est une personne vulnérable qui va avoir besoin de nouveau de s'alimenter. Donc, à Annecy, ils n'ont pas du tout eu ce genre de souci, mais je peux comprendre qu'on puisse se poser la question. Pour Annecy, j'ai cru comprendre, bonjour, c'est Jean-Marc. Pour Annecy, j'ai cru comprendre ils étaient tombés aussi sur des personnes sous tutelle. Ça pose un problème pour les remboursements. Oui, oui, tout à fait. Et il y a eu des personnes par rapport aux tutelles, par rapport au fait de pouvoir avoir utilisé une carte bleue ou ce genre de choses-là. Après, c'est une avance de frais et après, c'est aussi un rapport avec les personnes qui justement s'occupent de leur tutelle. Après, voilà, par rapport à ce cas particulier qu'on rencontrera, enfin, tout du moins j'espère qu'on rencontrera tout type de profil, on mettra en place un process comme pour le reste. Juste vous partager un petit témoignage. Moi, ma voisine d'en face que je ne connais pas et qui a vraisemblablement plus de 80 ans, elle m'a demandé de faire ses courses de viande. Et en l'occurrence, c'était assez directif. C'était 500 grammes de viande hachée et un poulet dans telle boucherie. Et je veux dire, il n'y avait pas trop d'enjeux de vol ou de… je veux dire, ça s'est fait très simplement, si je puis dire. Donc, sauf cas spécifique, type effectivement mise sous tutelle, on s'attend à ce que dans 99,9% des cas, ça se passe assez simplement. On espère. Et puis la tutelle, c'est un dispositif, à mon avis, il y a plus de chances d'être remboursé sur la tutelle parce qu'il y a quelqu'un derrière. Il y a un curateur ou un tuteur, c'est plus peut-être un curateur. Ça, c'est moins un problème, je pense. Puis c'est pas forcément des grosses sommes, j'imagine, en plus. Enfin, je veux dire. Voilà. Moi, c'est pas quelque chose qui m'inquiète de trop. Bonsoir, c'est bien. Je pense, voilà, sincèrement, je pense que c'est très bien d'ouvrir la question, de pouvoir en parler, mais que clairement, on est sur un système de solidarité entre voisins. Donc, voilà, je pense que ce ne sera pas un problème. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'en ai une. Parce que j'ai pas envie de diffuser mon numéro de téléphone et j'utilise le standard et j'espère que c'est pas trop lourd. Je me rends pas compte de la quantité de travail que ça peut faire. Je peux mettre mon numéro par exemple sur des affiches, mais je veux pas les mettre sur Google, quoi. Non, ça va, on s'est organisé. Normalement, donc du coup, maintenant sur la carte, il y a les personnes qui ont bien voulu diffuser leur numéro, ceux qui n'ont pas voulu leur diffuser leur numéro. Voilà, c'est juste que, imaginons qu'il y ait quelqu'un qui soit au dispatch, qui ait envie de vous contacter. Du coup, cette personne-là, elle aura accès à votre numéro. Mais bon, ce sera non pas n'importe qui, mais un bénévole de la ville à vélo ou des coursiers solidaires. Pour ce qui est du remboursement, vous préconisez le chèque, j'ai vu. Après le chèque, pour un remboursement de 3 ou 4 euros, s'il s'agit d'un kilo de farine et d'une plaquette de beurre. Alors, justement, c'est des préconisations. Le but, c'est pour nous d'être responsables en vous donnant donc les meilleures attitudes à adopter par rapport à une situation. Mais après, vous êtes complètement libre de faire comme il vous semble bon. Voilà, nous, on a expliqué les raisons. Le risque, c'est la contamination et c'est pour ça qu'on a donné ce conseil-là. Mais ça reste encore un conseil et non une directive. Il y a Vous avez Priscilla, un retour de l'expérience Annecy Sur comment ça se passe au niveau de l'argent? Ouais. Oui, bah en fait, c'est pareil. À Annecy, ils ont fait des préconisations. Après, quand ils ont des retours d'informations, ils n'ont pas demandé exactement comment les gens payaient. Ils ont juste demandé qui s'occupait de qui. Et en plus, comme elle le disait dans la vidéo, après, les personnes isolées ou vulnérables finissent par avoir une seule personne de référence et non pas 15. Oui, c'est ça. Au bout d'un moment, en fait, les risques de contamination et tout ça, ils sont quand même vachement bordés. Okay, merci. Et Priscilla, tu as des questions par écrit? Pardon, je n'avais pas regardé les questions. Ok.
Je ne souhaite pas faire les courses, mais je veux bien les livrer. Alors, je ne crois pas qu'on va pouvoir spécifier cette préférence parce que ça commence effectivement à être complexe au niveau de la gestion. Ça voudrait dire que pour une seule personne, on devrait en convoquer au moins 2. À moins qu'effectivement on se retrouve surchargé de besoins et qu'on ait besoin d'organiser une espèce de chaîne logistique derrière, vaut mieux dans ces cas-là qu'une seule personne s'en occupe. Est-ce que j'ai répondu? Je vais voir s'il n'y en a pas d'autres. Étant dit, pour compléter avec Priscilla, vous avez accès à la carte. Et si la personne qui est à côté de chez vous, en l'occurrence, il n'y a pas le numéro, vous pouvez demander au standard. N'hésitez pas à vous mettre en contact avec vos 2, 3 coursiers à proximité parce que potentiellement, vous pouvez aussi mutualiser les courses à faire pour limiter vos déplacements et répondre à un maximum de demandes, quoi. Après, s'il y en a qui veulent que livrer et pas faire les courses, ils peuvent aussi demander à la personne de faire une commande sur un drive X ou Y et puis aller simplement le récupérer avec le code barre qui va bien. Hein. Oui, ça c'est tout à fait possible et c'est très simple à faire. Et puis comme ça, il n'y a pas d'avance d'argent à faire, mais ça sera possible dans le cas de figure pour des personnes qui ont accès à Internet, quoi. Voilà. Donc, mais si ça arrive, tant mieux parce que ça fait moins de gestion pour tout le monde. C'est très simple et c'est très bordé parce que c'est une commande à retirer dans un drive. Ça, c'est l'aspect logistique est beaucoup plus simple. Mais pour les personnes qui n'ont pas Internet, ça va être compliqué de toute façon. Voilà. Alors, je vais juste vous demander 2 secondes. Ceux qui écrivent les questions, en fait, ça défile. Et après, je n'ai pas pu traiter les premières questions. Je n'ai même pas eu le temps de les lire. Si on pouvait juste mettre 2 secondes, qu'on se mette à jour et qu'on reprenne les questions, ce serait génial. Comme ça, on n'oublie personne. Par exemple, je sais qu'il y avait des questions sur les vélos cargo. Pour les vélos cargo, en fait, effectivement, on va les ajouter. C'est juste qu'il faut se rendre compte que saisir plus de 130 informations, numéro de téléphone, prénom, adresse, etc., on n'arrive pas à y faire en claquant des doigts. Et que du coup, pour l'instant, on s'est dit, on va procéder par urgence. Et après, derrière, on va pouvoir indiquer avec une couleur différente les personnes qui ont vraiment des cargos pour que, voilà, quand on a besoin d'avoir une livraison de 6 packs d'eau et 6 packs de lait, qu'on ait vraiment la personne qui est vélo adapté. Alors, j'essaie de reprendre. Si vous voyez les questions avant moi, n'hésitez pas à me les dire. Je vais juste compléter, Priscilla, par rapport à ce que tu disais par rapport au vélo cargo. C'est comme on l'a mis dans le questionnaire, on parle aussi de discussion avec la Croix-Rouge qui communique beaucoup sur ce qu'ils appellent la Croix-Rouge chez vous, je crois, et qui va sans doute avoir besoin d'aide pour faire de la livraison de colis d'urgence à l'échelle de la métropole. Et du coup, pour eux, c'est intéressant de savoir ceux qui avaient la capacité de prendre plus que ce qu'on peut mettre dans un sac à dos. Et donc, en l'occurrence, ceux qui ont une petite moyen de mettre une caisse devant ou derrière ou un vélo cargo pour trimballer plus de choses compte tenu du volume qu'ils veulent envoyer. Voilà. Okay. C'est l'objectif de cette question initialement. Ok, je reprends la question de Marine Jousse. Est-ce que c'est justement une préconisation que chaque personne qui appelle n'ait qu'un seul livreur-livreuse? Dans l'idéal, ce serait bien, mais en fait, imaginons qu'il y ait donc une personne vulnérable qui appelle une personne. Bon, par la suite, ils ont leur numéro de téléphone et du coup, ils s'organisent. Ils n'ont plus besoin en fait du réseau. Nous, le but à la base, c'est plutôt de pouvoir faire l'amorce. Ok. Est-il possible de modifier simplement ces disponibilités afin de les ajuster pour chaque semaine? Je ne sais pas, Nathan, tu nous donnes du boulot quand même. Peut-être mieux, effectivement, pouvoir donner des disponibilités qui ne changent pas. Ce serait mieux. Et après, effectivement, s'il y a quand même une modification, nous, depuis qu'on a lancé l'initiative, on corrige. Il y a des personnes qui voulaient et qui ne veulent plus, on supprime. Des personnes qui nous ont fait modifier leur disponibilité, on le fait, bien sûr. Mais dans le but de ne pas surcharger un peu le système, ce serait génial d'avoir des dispos qui ne bougent pas trop. Une course de manière directe. Lorsque l'on fait une course de manière directe, comment est-ce qu'on vous informe? Mail, site dédié. Là, est-ce que du coup, Magic Denis, tu pourrais nous indiquer les outils? Et c'est dans le cas où, alors, lorsqu'on fait une course de manière directe, comment est-ce qu'ils nous remontent l'information qu'ils ont bien elle a été faite? Moi, j'aurais tendance à dire qu'on n'a pas besoin de le savoir. Enfin, je veux dire, moi, je trouve ça chouette si vous faites une course de le dire parce que ça permet aussi à la communauté, enfin, à nous déjà, de se dire que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose, hein, parce que voilà. Et puis à tous ceux qui le voient, typiquement, si vous êtes sur Facebook, il ne faut pas hésiter à prendre une photo de vos courses, éventuellement de la personne. Si vous connaissez, pour eux, ils prennent souvent la photo des gens qui
des bénéficiaires, mais en coupant la tête. Enfin, juste prenez la photo des pieds des gens. Enfin, c'est juste chouette de partager parce qu'on ne va pas se voir physiquement. Et c'est toujours chouette de se dire qu'on sert à quelque chose et voilà. Mais sinon, moi, je pense pas qu'on ait besoin de reporter ce que vous avez fait. Après, enfin, ok. Moi, je pense que ça pourrait être bien de voir justement ce genre d'initiative, si elle a vraiment eu de l'impact, si elle a vraiment eu du sens. Donc, on peut mettre dans ces cas-là à volonté, en fait. Si vous voulez soit nous en faire part ou pas, enfin voilà. Au pire, prenez sur la page Facebook et vous envoyez une photo. Ça peut être voilà. Est-ce qu'on fait un formulaire? On peut faire un formulaire aussi, hein, ça prend 2 secondes. Hein. J'ai pas de souci avec ça. Denis? C'est pas nécessaire. Enfin, moi, je pense que c'est pas nécessaire, Nicolas. Pour moi, le plus simple, s'il y a des remontées à nous faire, c'est soit par le téléphone, si c'est des questions par rapport vraiment à, comment dire, par rapport à comment ça se passe avec les bénéficiaires de ce qu'on est en train de faire ou quoi que ce soit. Et après, on peut aussi nous faire des retours par mail ou nous poser des questions par mail à l'adresse suivante. Et ça nous permettra de gérer au mieux vos questions. Okay. Et on vous fera peut-être effectivement passer un petit questionnaire toutes les semaines ou de temps en temps pour savoir combien vous avez eu de courses à gérer dans la semaine. Ah bah voilà, ça peut passer dans ce sens-là aussi, plutôt que ce soit vous qui revenez tout le temps vers nous, enfin, que ce soit effectivement dans l'autre sens. Merci Frédéric. Ouais. Je peux revenir une seconde sur les vélos, là, les vélos cargo, tout ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter un champ simplement pour déclarer combien de litres, de volume on est capable de transporter? Moi, par exemple, j'ai 2 sacoches et un sac pont. Ça représente quand même, je sais pas, peut-être 70 litres, 80 litres. Ouais, moi, j'ai 4 sacoches, j'ai au moins 60 litres, sans problème. Ouais. Et un panier, et des trucs, j'ai pas de vélo cargo, mais quand même, en train et voilà, avec pour des courses de première une petite croix pour vélo cargo. Bah, dans ces cas-là, ce qui serait plus important, c'est de vous enregistrer sous vélo cargo, en fait. C'est qu'on peut se dire qu'à partir en même temps, c'est pas cargo. On ne peut pas transporter un gros carton, par exemple. Il faut forcément que ce soit des choses réparties dans 3 sacoches. Enfin, 2 sacoches, un pont ou 4 sacoches. Je ne saurais pas quoi vous dire. Probablement, c'est des courses de première nécessité. C'est pour la Croix-Rouge, moi, j'ai l'impression, parce qu'après, si c'est des courses ou des médicaments, il n'y a pas besoin d'un vélo cargo. Peut-être même qu'elles peuvent se faire à pied, ces courses. Enfin, dans mon quartier qui est très dense, du coup, honnêtement, franchement, si c'est quelqu'un qui est 2 rues en dessous de chez moi, je ne vais pas prendre mon vélo. Ouais, tu ne vas pas y aller à vélo. Je vais faire les courses, puis même. Enfin, voilà. Mais bon, s'il y a un peu de vélo à faire, bon, allez. Mais bon. Voilà, c'était une suggestion. Je ne sais pas ce que ça représente d'un point de vue recensement informatique, mais pourquoi pas. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, c'est Christian. Je vois dans la conversation, il y a une question sur le partenariat avec la Croix-Rouge. Est-ce qu'on peut avoir quelques explications? Oui, je peux vous répondre. En fait, la Croix-Rouge, ils ont lancé, vous avez peut-être vu des publicités, ça s'appelle Croix-Rouge chez moi, je crois. C'est un dispositif vraiment exceptionnel pour la durée Croix-Rouge près de chez vous, je ne sais plus, bref. En tant que tel, ils vont a priori distribuer dans les prochaines semaines qu'ils appellent des colis d'urgence. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est des denrées de première nécessité pour des personnes vulnérables. Je ne connais pas encore tout le processus. Et en fait, on voulait initialement le faire avec eux pour s'appuyer sur une structure. On pensait que ça nous résolvait la problématique du standard, etc. Bon, vraisemblablement, il leur faut plus de temps pour lancer la machine. Donc, à l'état actuel des choses, je ne suis pas capable de vous dire exactement comment ils vont nous utiliser, si je puis dire, et s'ils vont le faire. Mais voilà, il y a des discussions avec eux pour le faire, sachant encore une fois que ça fait partie, mais ce n'est pas les seuls, hein, d'organisations qui ont les moyens en termes de logistique, mais pas en termes de distribution, de préparer des colis pour des personnes vulnérables avec qui ils seront en contact ou avec qui les collectivités seront en contact. Donc là-dessus, on vous tiendra informé de la façon dont ça va se passer, parce que pour l'instant, je n'ai pas forcément la réponse.
mais on s'attend à ce qu'il y ait d'autres organisations qui nous contactent parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'organisations qui arrivent à s'organiser pour proposer des denrées, mais qui ont des difficultés à les distribuer. C'est là un peu l'intérêt d'avoir lancé une telle initiative. Donc, désolé de ne pas répondre davantage à la question. Oui, parce que j'imagine que dans le même esprit que la Croix-Rouge, on peut imaginer que certains centres sociaux soient intéressés. Exactement. En fait, pour l'instant, l'idée qu'on a, c'est vraiment de lancer la machine, si je puis dire, dans les prochains jours. Demain matin, on va informer la presse qui est lue ou regardée par, en l'occurrence, des personnes âgées, donc surtout France 3 et Le Progrès, sans en préjuger aucun, pour que les gens aient connaissance de ce service-là. C'est pour ça qu'on a aussi fait ces petites affiches qu'on vous invite à mettre dans votre boulangerie, dans votre supermarché et autres commerces. Parce qu'en fait, au travers des réseaux sociaux ou au travers du mailing qu'on a fait vendredi, grosso modo, on n'a pas touché les gens qui pourraient avoir besoin de ces services-là. Donc, la première étape, c'était de vous réunir. Et la deuxième étape, c'est de se faire connaître. Et la troisième étape sera probablement de proposer notre service à d'autres parce que, de fait, je ne m'attends pas à ce qu'on ait des centaines d'appels de cette façon-là. Je pense qu'il y a des organisations qui seront capables de encore mieux nous utiliser, entre guillemets. Donc, du coup, si vous connaissez des organisations qui pourraient avoir besoin de nous, n'hésitez pas à m'écrire. C'est moi qui vous ai envoyé les premiers mails. Donc, vous faites juste reply. Et d'ailleurs, si vous voulez participer à l'organisation de ce joli projet, dans les mails, on vous a donné le lien vers un fil Telegram. Telegram, c'est une application mobile comme WhatsApp. Et si vous cliquez dessus, vous rejoignez le groupe et du coup, vous pouvez discuter avec nous pour savoir comment est-ce qu'on fait évoluer les choses pour que ce soit un super projet qui rende service à plein de gens. Est-ce que vous allez utiliser Twitter aussi? Alors, de mon côté, avec mon compte perso, j'essaie de donner des informations au fur et à mesure, de diffuser les vidéos, de dire combien on est d'adhérents, enfin de volontaires jour après jour. Voilà, mais c'est en mon sens plus un complément. Pourquoi vous avez des besoins particuliers liés à Twitter? Non, et puis effectivement, je ne pense pas que la population visée soit très Twitter, mais en tout cas, il y a du monde pour les candidats. Ouais. C'est comme ça que je les suis, moi. Oui, là pour l'instant, je ne sais plus combien de retweets on a pu avoir, mais au moins une vingtaine sur le sujet. Pour l'instant, l'information elle est relayée. On a la Villa Vélo qui diffuse, on a la Maison du Vélo qui diffuse, on a aussi quelques personnalités lyonnaises qui ont pris le relais. Pour l'instant, voilà, je trouve que le résultat n'est pas trop mauvais. Si par la suite on doit appuyer sur l'outil parce qu'on n'est pas assez de nombreux, et ben on y remettra un coup. D'accord. Oui, j'ai une question. Est-ce que dans l'expérience d'Annecy, là, il y a des retours significatifs qui n'auraient pas été dits, des choses à savoir Alors, normalement, tout est dans l'interview. Je ne sais pas si vous avez vu, justement, avec Radio Cyclo, on a fait, c'est ce qui a déclenché un petit peu tout, une interview donc, de Marion Lafari, qui gère du coup l'antenne à Annecy. Et du coup, tout ce qu'il y a à dire de l'initiative, en fait, est dedans. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres choses. J'ai pas écouté. Oh bah, écoutez, c'est génial. Du coup, vous pouvez aller soit sur Radio Cyclo, soit sur les coursiers solidaires. Il y a la vidéo. Est-ce que... Vous m'entendez? Oui, allô, oui, il n'y a pas de souci. Ah oui, pardon. Est-ce que, parce que je vois qu'il y a la petite affiche qu'on peut imprimer, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, ça pourrait pas être intéressant de faire un modèle de mail plus à destination des assos, comme vous parliez tout à l'heure, d'éventuelles pistes d'assos qui auraient besoin et qui pourraient mettre en contact avec les livreurs, entre guillemets, cyclistes. Avoir un modèle de mail, parce que moi je connais plusieurs personnes qui bossent dans ce type d'asso-là qui pourraient être intéressées, et j'aimerais bien pouvoir avoir un petit modèle d'explication, voilà, le petit mail type, comme ça je le retransmets. En fait, on voulait juste déjà lancer, on a déjà été sollicité par d'autres canaux, on voulait déjà lancer l'initiative telle que pour l'instant on essaye qu'elle tienne, c'est-à-dire avec le standard, etc. C'est-à-dire que tout ça, ça part de vendredi matin.
Et on y a passé beaucoup de temps ce week-end, mais c'est assez bancal, comme vous pouvez le remarquer. Enfin, je veux dire, c'est Encore en construction. C'est en construction. Voilà, on ne va pas dire bancal. Par contre, si effectivement tu identifies des vrais besoins pour lesquels on pourrait être utile, nous, on est vraiment intéressés à la rigueur que ces assos nous disent on aurait besoin de vous pour ça. Et comme ça, nous, on essaye de voir un peu comment est-ce qu'on peut s'organiser et puis faire un retour au coursier, parce qu'en tant que tel, nous, on va pas. Enfin, je veux dire, on vous propose un mode d'organisation, il faut que ça convienne à un maximum de monde. Donc pour l'instant, on n'est pas prêt pour le faire, mais j'espère qu'à la fin de la semaine prochaine, on le sera. Ok, très bien, merci. N'hésite pas à nous revenir et à nous dire un peu précisément ce que toi, tu penses qui serait utile. Ouais, bah, je vais déjà leur en parler. Ouais. Merci. Si vous n'avez pas d'autres questions, il est 19h02, on est exactement dans le timing et du coup, on pourrait avoir la petite formation d'Elisabeth, qui est infirmière, parce que bah, voilà, nous, on est une association, donc une personne morale, et on ne voudrait surtout pas vous contaminer ou que vous, d'une façon ou d'une autre, contaminiez les personnes vulnérables. Et donc, du coup, voilà, il y a Elisabeth qui a accepté de nous faire une petite formation pour que tout ça, ça se passe très bien. Du coup, Elisabeth, je te laisse prendre la parole. Oui, je vais partager l'écran. Et est-ce que vous voyez l'écran maintenant? On voit le haut de ta tête avec une photo de Sao Paulo, peut-être? Oui, vous devriez… Ah, voilà. Est-ce que vous voyez l'écran maintenant? Oui, c'est parfait. OK. Alors, je vais… Une fois encore, ceux par téléphone ne verront pas l'écran. Alors, de toute façon, on va partager la session, elle est enregistrée. Ouais, t'inquiète pas, je vais faire plein de… Alors, voilà, je vais vous rappeler des choses. Je suis sûre que vous êtes familiers avec beaucoup de ce que je vais vous dire, mais on va faire des petites mises au point pour adapter vos connaissances à la situation. Alors, vraiment, ce qui est important, c'est de se rappeler qu'on est potentiellement des vecteurs d'infection. Et surtout que vous allez voir plusieurs gens dans la même journée, et que ce sont des personnes vulnérables. Alors, vous êtes un danger pour eux et ils sont un danger pour vous. Alors, il faut faire attention. Alors, comme vous le savez, c'est un virus respiratoire et qui se propage principalement par les gouttelettes. Alors ça a des conséquences qu'on va parler plus tard. Et alors, c'est simplement quand une personne infectée tousse ou éternue, parce que les gouttelettes de salive, etc., ou d'écoulements nasaux peuvent se déposer sur des surfaces, mais aussi on peut les respirer. Alors, ça a beaucoup de conséquences pour la façon dont on se prépare, dans la façon dont on communique avec les gens et les précautions qu'on doit prendre. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, les gestes pour se protéger. Alors, la première chose, évidemment, c'est de… Alors, attendez, je vais vous bouger de l'autre côté. C'est de se couvrir la bouche et le nez dans le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement. Et évidemment, c'est important de jeter le mouchoir immédiatement dans une poubelle fermée si vous pouvez et de se laver les mains avec du gel ou avec de l'eau et du savon. Et c'est important de jeter les mouchoirs. Je suis allée au supermarché avec cette présentation dans mon esprit et je voyais les gens qui remettaient leurs mouchoirs dans leur poche. Et je me suis dit, ben oui, maintenant, tu as des virus dans ta poche, etc. Il faut quand même faire un peu attention. Moi, personnellement, j'ai un petit sac en plastique dans ma poche. Comme ça, si je ne peux pas jeter mon mouchoir, je le mets, parce que j'ai le rhume des foins et en ce moment, j'éternue aussi. Je le mets dans mon petit sac en plastique et je le jette quand je rentre. Alors, comme je disais, ce qui est important, c'est d'éviter la propagation du virus et les autres agents pathogènes, parce qu'il n'y a pas que le virus qui se balade. Et en se lavant les mains, vous évitez de contaminer les surfaces touchées par les autres. Ça, c'est très important quand après vous allez voir des gens qui sont vulnérables. Alors, le port du masque. Alors, je voyais quelqu'un dans les questions
qui parlait du port du masque. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai regardé. Parce que j'ai regardé les nouveaux conseils et les recherches parce que je suis très intéressée aussi là-dedans. Alors, c'est une question très controversée ou controversiale, je ne sais pas en français, mais il y a pas mal de problèmes. Et l'OMS récemment, en fait hier, a recommandé aux gens de porter des masques uniquement parce que les pays où les masques ont été portés depuis le début de l'infection semblent avoir moins de cas que les pays dans lesquels les masques ne sont pas utilisés. Mais les masques, ce n'est pas simplement utile parce qu'il y a la filtration, parce que vraiment des masques antivirus, c'est des masques très spécialisés auxquels vous et moi, on n'a pas accès, et même malheureusement, les hôpitaux n'ont pas assez accès. Mais ils sont utiles pour une autre chose, c'est qu'on ne se touche pas le visage. Si vous portez un masque, vous ne pouvez pas vous mettre les doigts sur les lèvres ou près du nez, etc. Alors, de ce point de vue-là, ils sont très utiles. Aussi, il y a un problème avec les masques. De nouveau, mes observations au supermarché. Les gens retirent leur masque en le tenant de la partie qui était à l'extérieur. Ça, c'est un problème. Parce qu'il faut le tenir par les liens, les élastiques ou le lien que vous avez derrière la tête. Je ne sais pas comment vous mettez vos masques. Parce qu'autrement, vous mettez les mains sur les droplets que le masque a filtrés. Alors, évidemment, vous vous infectez. Alors, après avoir retiré le masque, vous le mettez à la poubelle et vous vous lavez les mains. Si vous avez des masques pas jetables, vous allez le remettre, faites attention que vous le remettez dans le même sens que vous le portiez avant. C'est-à-dire, moi je m'en suis fait quelques-uns parce que je vais au centre des sans-abri, alors je mets un masque là que j'ai fait. Alors, il y a un côté blanc et il y a un côté bleu. Le côté blanc, c'est contre mon visage. Le côté bleu, c'est pour l'extérieur. Faites attention de remettre le bon côté contre votre visage. Autrement, vous allez vous infecter. Ça, c'est des petits trucs, mais des petits trucs à penser qui font une grosse différence. Alors, il n'y a pas de réponse, oui, c'est comme ça que ça marche pour les masques, mais comme je dis, l'OMS a dit, en fait, on devrait le recommander. Alors, depuis hier, c'est recommandé. Alors, après ça, on est de respecter les distances. Alors, ça, de nouveau, il y a différentes recommandations. Le gouvernement dit 1 mètre. Le gouvernement dans d'autres pays, en particulier en Angleterre, parce que évidemment je sais là-bas, ils disent aussi 1 mètre. En fait, j'écoutais un virologue l'autre jour qui disait 1 mètre quand quelqu'un éternue, c'est pas assez. 1,50 m, c'est mieux. L'idéal, c'est 2 mètres. Quand vous allez voir ces gens, moi je suggère, vous dites 2 mètres. Et 2 mètres, ça fait quand même pas mal de distance. On a testé avec Christelle 1,50 m, elle était surprise que ça faisait si loin. Et en fait, 2 mètres, ça ferait encore plus loin, Christelle. Mais il faut essayer de tenir à ça, parce que, comme je dis, c'est des personnes vulnérables. Alors, évidemment, si les gens tous éternuent, c'est les petites gouttelettes qui contiennent le virus qui va vous atterrir dessus ou que vous allez faire atterrir sur des gens qui sont vulnérables. Alors, respecter les distances, c'est absolument crucial. Alors, évitez de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Et c'est incroyable combien de fois on le fait. Même moi, hein, et pourtant, c'était mon travail d'être infirmière, mais je m'en rends compte. Et parce que les muqueuses dans les lèvres, la bouche, le nez et les yeux ne sont pas aussi protectives que la peau. Alors, le virus, c'est la porte ouverte. Et c'est pour ça qu'il faut se discipliner. C'est pour ça qu'en fait, je crois que les masques sont utiles.
Après ça, alors les histoires de surface. De nouveau, j'ai regardé les dernières recherches quand je préparais cette présentation. Et les dernières recherches indiquent que le virus peut vivre pendant 3 heures dans l'air. Alors, quand vous éternuez, vous laissez des gouttelettes qui vont vivre là pendant 3 heures. Ça fait quand même longtemps, hein, quelque chose à penser. Sur les surfaces dures, comme les boutons d'ascenseur, les poignées de porte, ça va jusqu'à 72 heures. C'est 3 jours. C'est énorme. Et sur les surfaces poreuses, comme le carton, c'est 24 heures, ce qui est quand même pas mal. Alors, il faut réfléchir à ça. Et alors, il y a beaucoup de gens qui portent des gants. Moi, je porte des gants aussi quand je vais au supermarché. Autrement, je me lave quand je vais me promener. Seulement, je me lave les mains quand je rentre. Et quand je sors, je me mets de l'alcool sur les mains. Alors, les gants, oui, c'est bien. Mais c'est un problème parce que ça nous donne un sens de fausse sécurité. Alors, on a nos gants et après ça, on va se toucher le visage. Alors, même quand on a des gants, il faut faire attention, évidemment, parce que les gants peuvent être contaminés et quand on se touche le visage, on se contamine nous-mêmes. Alors, il y a un autre problème. Et de nouveau, mon petit voyage au supermarché, les gens retirent leurs gants pas proprement, ce qu'il faut qu'ils s'infectent les mains. Alors, je vais pas le démontrer ici, mais il y a une petite vidéo que je vous conseille de regarder, un petit tutoriel. C'est sur YouTube. Retrait d'un équipement de protection individuelle, les gants. C'est le titre de la vidéo. C'est très simple. C'est quelque chose, quand j'étais infirmière, que je faisais tous les jours, mais que je ne vois pas les gens faire. Et il faut jeter vos gants. Ne les gardez pas pour la prochaine fois, parce que les gants, une fois que vous les retirez, pour les remettre, il faudra nous infecter. Alors, jetez-les. Et lavez-vous les mains après avoir retiré vos gants. Alors, le dépôt des achats. Alors, évidemment, j'ai réfléchi avec beaucoup d'attention. Attendez, je vais vous mettre quelque part que vous puissiez tout voir. Alors, d'abord, pas à pas, on sonne ou on frappe à la porte. Bon, risque d'infection, bien sûr, parce qu'il peut y avoir des virus sur la poignée de la porte, sur le bouton de la sonnerie. Alors, vous portez des gants ou vous faites ça et vous utilisez du gel désinfectant ou vous utilisez votre coude. Mais j'ai essayé sur ma sonnette et ça ne marche pas avec mon coude. Alors, ça ne doit pas être une solution universelle. Après ça, vous vous éloignez de la porte avant que la personne l'ouvre, hein, de façon à ce que vous ayez déjà 2 mètres de distance avant qu'elle ouvre la porte. Pas de poignée de main. Je sais, on a l'habitude. Pas de poignée de main. Un bonjour poli avec un sourire, c'est le plus que vous pouvez faire. Et après ça, c'est très important, vous posez le sac avec les achats. Parce que autrement, vous tendez main à main, il y a contact. Il faut éviter ça. Alors, poser le sac par terre, c'est le plus simple. Et après ça, la personne peut prendre le sac elle-même. Bon, c'est ce que je viens de dire. Après ça, si bon, elle peut rentrer ses achats, c'est pas un problème. Mais si c'est quelqu'un qui est très frêle, qui n'est pas très solide et qui ne peut pas faire rentrer ses achats, évidemment, vous allez devoir les mettre sur la table ou sur une chaise, penser un peu en hauteur de façon qu'elle n'ait pas soulevé des poids lourds et ressortez immédiatement. Et de nouveau,
vous mettez du gel sur vos mains et vous attendez quelle bouteille. Alors ça, ça a l'air compliqué, mais en fait, vous l'avez fait une fois ou deux en réfléchissant. Après ça, ça devient un réflexe. Alors, après ça, les paiements. Bon, ben, vous en avez déjà parlé. Un chèque, c'est mieux que l'espèce parce qu'évidemment, si ça vit sur des surfaces dures, ça va vivre sur des pièces de monnaie, ça va vivre sur des billets. C'est toujours une possibilité. Alors, si vous avez des gants, c'est peut-être pas un si gros problème, mais il faut vraiment réfléchir. PayPal, s'ils ont PayPal, c'est idéal. Autrement, ben, de nouveau, les gants ou alors du gel désinfectant. Je vais en parler tout de suite. On utilise le gel désinfectant beaucoup et le problème, c'est qu'évidemment, ça sèche la peau. Une peau qui est très sèche et une peau qui est fragile, c'est une peau que le virus peut passer à travers assez facilement. Alors, il faut mettre de la crème pour les mains. Évidemment, 2 ou 3 fois par jour, ça dépend du nombre de fois que vous utilisez le gel désinfectant. Mais pensez-y, parce que des petites blessures dans les mains, c'est une porte ouverte pour le virus. Et alors, évidemment, il faut réfléchir. Si vous ne vous sentez pas bien, restez chez vous. Je sais, vous voulez tous faire des choses, changer le monde. Moi aussi, j'aime bien changer le monde. Mais dans ce cas-là, il faut le faire en pensant, je suis potentiellement un vecteur d'infection. Alors, je dois, si je ne suis pas bien, j'ai la fièvre, fatigue, toux sèche, mal de gorge, éternuement, essoufflement, je reste chez moi. Je pourrais même ajouter perdre l'odorat parce qu'une de mes amies, au début, son premier symptôme, elle ne sentait plus rien. Et après ça, elle a eu les autres symptômes. En général, ça va dans le sens contraire, mais dans son cas, elle a perdu l'odorat d'abord. Et je vais faire un autre commentaire, et ça, c'est au sujet du rhume des foins, parce que c'est mon problème tous les ans. En général, dans le rhume des foins, on a mal à la gorge, on éternue, mais on n'est pas essoufflé, ou rarement essoufflé, mais on n'a pas de fièvre. La fatigue, des fois, si c'est très sévère. Alors, si vous avez des doutes, dites « Ok, non, je ne reste pas. Je ne vais pas travailler aujourd'hui, juste au cas où. » Si vous avez un doute, rappelez-vous, c'est des personnes vulnérables. Et alors, c'est pas difficile, comme je dis, il faut réfléchir à tous vos gestes. Et ça devrait bien se passer. Réfléchissez en prenant soin de vous, vous prenez soin des autres. Alors, maintenant, je vais arrêter et si vous avez des questions, alors je ne sais plus comment... Ah oui, c'est ici. Attendez, je vais vous remettre en haut. Et puis, je vais arrêter de partager. Je ne sais plus comment le faire. Il y a quelqu'un qui sait? Alors, normalement, tout en haut. Je l'ai fait. Oui, il y avait quelques questions qui nous ont été soumises par écrit. Voilà, alors, vas-y. Alors, je vais remonter, on va essayer de commencer à la première. Il y a beaucoup de questions, je crois. Oh là là. Alors, je suis en train de vous... tac. Alors... non. Il y a Christian qui nous demandait si on peut laver son masque après chaque sortie. Enfin, j'ai envie de dire, du coup, est-ce qu'on doit laver son masque après chaque sortie? Eh ben, moi, je vais répondre à celle-là en disant au moins 2 fois par jour et le faire tremper dans une solution avec de l'alcool pendant 10 minutes. Vous pouvez garder la même solution toute la journée, hein, de l'alcool ménager, parce que ça, on sait que ça tue le virus. Tandis que les autres désinfectants, c'est pas certain, mais l'alcool, ça le tue, alors pas de problème. Mais tremper pendant 10 minutes. Hein.
D'accord. Alors, il y avait une autre question de Vincent. Si on n'a pas de masque, est-ce que l'on peut quand même participer aux livraisons? Oh, oui, oui. Du moment que vous soyez à au moins 2 mètres, oui, là, pas de problème. Et comme j'ai dit, si vous avez de la fièvre, que vous éternuez, que vous avez une toux sèche, non, évidemment. Mais autrement, oui, 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 pas de problème. Alors, il y avait, enfin, c'est pas vraiment une question, mais moi je synthétise les propos que j'ai vus passer concernant tout ce qui est foulard et écharpe. Comment ça se passe? Alors ça, moi, je crois que c'est dangereux. C'est mon opinion à moi. D'abord parce que ça vous donne un sens de sécurité, alors qu'en fait, les trous dans les foulards et les écharpes sont beaucoup trop gros pour filtrer. Pratiquement, et ça filtre pas, quoi. Le deuxième problème, c'est que c'est très facile de les remettre à l'envers. Et si ça a filtré quelque chose, vous le mettez sous le nez, sur la bouche, et évidemment, vous pouvez vous contaminer. Non, mon opinion, c'est que c'est dangereux de se fier à ce genre de méthode. Alors, je continue à descendre. Il y avait une question de Benjamin, si on peut sonner en passant sa main sous son t-shirt. Bah oui, mais après ça, votre t-shirt pourrait être contaminé. Alors, il faut réfléchir à ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec le t-shirt pour l'instant de la journée? Parce que si vous avez contaminé votre t-shirt, après ça, vous vous frottez les mains sur votre t-shirt, ça y est, il y a des virus, ça vivra sur votre t-shirt pendant 24 heures. Est-ce que vous n'allez pas toucher votre t-shirt pendant 24 heures? Ça m'étonnerait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, il y avait enfin, des questions, des remarques concernant les paiements, donc de Gaël et de AL. Donc concernant les chèques, la suggestion c'est de les mettre dans une boîte et de ne pas y toucher pendant 3 jours. Donc je ne sais pas si vous avez des observations à faire par rapport à ça. Ah Et puis oui, la non, même mais chose par rapport aux pièces. ouais, ouais. Non, mais ça, je suis d'accord. Moi, c'est ce que je fais. Pas avec le chèque, parce que les gens ne donnent pas de chèque. Oui, oui, tout est bienvenu ici. Mais l'argent, cash, les espèces en français, hein, c'est ça qu'on va dire. Les espèces, je laisse dans mon porte-monnaie pendant 3 jours sans y toucher. Et après 3 jours, il ne devrait plus y avoir de risque. Alors il y avait aussi une question de Bertrand Pinley, pardon, Oui. si c'est possible d'avoir tous les slides par mail. Donc ça, je pense qu'on pourra en discuter là entre nous après, mais Ah oui, moi, je peux il vous les envoyer, puis n'y a après pas de ça. souci, hein. Sachant que de toute façon, là, la session est enregistrée en vidéo, donc on va vous la repartager. Je vais y arriver. Il y avait une question de Gaël. Est-ce qu'il faut donner des consignes à la personne livrée, comme par exemple de ne pas toucher les sacs aux caisses avant plusieurs heures? Oui, bah ça, je me suis demandé. Et ça, c'est une question difficile. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des gants, même des gants pour faire le ménage? Ouais, prenez votre gant pour faire le ménage, et après ça, mettez un petit peu d'alcool dessus. Ça y est, c'est réglé. Hein. C'est une possibilité. De toute façon, la première consigne, c'est 2 mètres entre nous deux. Hein, ça, c'est la première consigne. Pour les sacs, moi, je dirais, si vous avez des gants de ménage, est-ce que vous pouvez prendre le gant de ménage pour soulever le sac? Et après ça, mettre un petit peu d'alcool sur vos gants. S'ils n'ont pas de gants, là, bah, évidemment, c'est un peu un problème. C'est possible de dire, bon, bah, mais tu ne peux pas leur dire, bon, bah, touchez pas vos commissions pendant 3 jours. Ça ne va pas marcher, ça. Peut-être les prendre avec un chiffon, qu'après ça, elles lavent, ou quelque chose comme ça. J'ai pensé à ça, je me suis dit, il n'y a pas de remède magique pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est difficile. Alors, toute suggestion, bienvenue. Alors, il y avait une question de Priscilla. Est-ce qu'on peut utiliser ces clés, du coup, par exemple, pour toucher l'interphone ou, voilà, ou les choses comme ça? Ouais, c'est une C'est pertinent. possibilité. Ouais. Si vous avez un outil pour sonner, ça va. Moi, prendre les clés, c'est une bonne idée. Comme j'ai dit, ils disent prenez votre coude. Ben, je dis bon, j'ai essayé sur la mienne. Ben, j'arrivais pas à le faire sonner. Bon, ben, alors c'est que ça marche pas toujours, mais bon, c'est possible. Hein. Oui, oui. Alors, il y avait une autre question de Bertrand. Si vous pouviez réexpliquer comment on doit tenir son masque ou ne pas tenir, justement. Alors, oui, alors celle-là, c'est très important. Ce qu'il faut comprendre,
c'est que si le masque marche, même un petit peu, ça va filtrer. Les virus vont rester sur l'extérieur du masque et vous, votre visage va rester, j'espère, de l'autre côté. OK. Alors, si vous avez des mains sales, vous avez peut-être des virus, vous le prenez par l'extérieur et après ça, vous le jetez ou vous le mettez dans une poubelle. Si vous avez des mains propres, vous le prenez du côté de votre visage. Quand j'étais élève infirmière, étudiante infirmière, je ne sais pas comment vous dites en France, hein, mais on disait ce qui est contaminé, c'est rouge. Ce qui n'est pas contaminé, c'est vert. Si vos mains sont rouges, vous prenez du côté rouge, l'extérieur. Si vos mains sont vertes, lavées, pas contaminées, vous prenez le côté vert du masque. Ben voilà, c'est la réponse, c'est très simple. Vous comprenez ça? Pas de problème? Et pour les gants, c'est la même chose. Hein. Ah, laisser tremper la monnaie dans l'alcool ménager. Ben, vous pourriez, mais pas pur, hein, mais dans une solution. 1 litre d'eau et puis, je ne sais pas, 50 millilitres d'alcool pendant une demi-heure, ça devrait suffire. Hein. Peut-être un peu plus concentré, mais oui, moi, je ferais ça. Les faire bouillir, enfin, oh, c'est possible, mais c'est comme vous voulez, hein, mais c'est possible de faire ça. Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, un peu plus haut, il y avait 2 autres questions. Donc, une, à savoir s'il y a des consignes particulières quand on achète des médicaments. Et la deuxième, si quelqu'un nous tend de la monnaie, on va bien être obligé de s'approcher d'une manière ou d'une autre. Mais s'ils le font à bout de bras et que vous êtes à bout de bras, ça fait, je sais pas, j'ai pas mesuré mes bras récemment, mais avec les mains, ça doit faire au moins 60-70 cm. Eux, c'est la même chose qui fait 1m40, 1m50. Mesurez vos bras. Et vous pouvez vous pencher aussi en tournant la tête dans l'autre côté. Alors, ça fait quand même une bonne distance. Ouais. Alors, il n'y avait pas d'autres questions pour le moment. Eh bien, alors, c'est parfait. Je vais vous envoyer la présentation. Et puis, si vous avez besoin d'un coup de main, vous savez mon contact. Vous vous dites à Christelle de venir me voir. OK. Merci beaucoup, Elisabeth. Alors, je vous coupe, hein, il y a juste une dernière question que je trouve pertinente. Concernant les médicaments, c'est Bertrand qui nous dit qu'il faut d'abord récupérer l'ordonnance. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres solutions? Ah, alors, je vais vous dire, comme vous avez peut-être deviné, ça fait pas longtemps que je suis en France. Alors, j'ai jamais pris de médicaments en France, alors je ne sais pas. Ah, j'ai du bol, je suis jamais malade. Jusqu'au jour où, évidemment, comme tout le monde. Hein. Je sais que ma voisine, elle a une ordonnance que son pharmacien qui est renouvelée. Alors, le pharmacien lui donne 100 nouvelles ordonnances parce que j'ai été lui chercher. Mais je ne sais pas autrement. La carte vitale, je crois que là, il va falloir la prendre. Mais je n'avais pas pris la sienne, en fait. Je ne peux pas répondre à ces questions. Je ne sais pas. Les renouvellements sont automatiques. Il n'y a pas besoin d'avoir d'ordonnance pour les renouvellements, sachant qu'on va être sur des personnes vulnérables, donc sans doute sur des maladies chroniques et donc des traitements réguliers. Donc, après, à confirmer au cas par cas, mais a priori, on devrait ne pas avoir besoin de l'ordonnance. Je dis ça, mais je ne l'ai jamais fait, donc c'est peut-être à vérifier. Le premier d'entre vous qui se retrouve à aller chercher des médicaments, je l'invite vivement à nous partager son expérience. Et d'ailleurs, à tous, hein, si vous avez des expériences à nous partager, peuvent intéresser la communauté en termes de bonnes pratiques ou de choses à ne pas faire. Ouais. N'hésitez pas du tout à nous le faire remonter par le standard, par le mail. Ouais, parce que vraiment, je ne peux pas répondre là. Comme je dis, je n'ai pas l'expérience en France. Jusqu'à ce que j'attrape le virus, et évidemment, là. Ouais. Je pense que la page Facebook aussi, ça peut être pas mal pour ça. Soit on continue celle-ci et du coup,
les gens ils peuvent nous publier leurs expériences, soit on peut créer une page justement pour les personnes qui veulent partager leur expérience, justement. Ouais, ou bah, je pourrais aller voir un pharmacien demain matin et puis demander. Hein. Ça aussi, c'est bien. Ah, tu sais pas, je vais faire ça, puis j'enverrai l'email à Nicolas, parce que j'ai son email, et puis après ça, il peut le mettre où il veut. Ça vous va? Super, Elisabeth. Merci beaucoup. Merci Et beaucoup. bien, quoi. Bonne soirée. Merci. Écoutez, tout le monde, je vous propose d'en rester là. Merci d'avoir été si nombreux à suivre. On est 44 connectés à avoir suivi cette réunion Zoom. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous invite vivement à diffuser autour de vous avec la petite affiche ou par tout autre moyen qui vous semble pertinent l'initiative, parce que là, notre prochain défi, c'est de faire connaître aux personnes vulnérables qu'on est tous disponibles pour aller leur chercher leurs médicaments, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas en période, on va dire, hors confinement, période normale. Et donc, les gens ne sont pas forcément au courant. Denis, Priscilla, Frédéric, vous avez une idée pour le mot de la fin? Bisous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, oui. Merci de coordonner ça. Allez bien. Salut, salut. Allez. Bye. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir.